Bonjour à toi et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Après les épisodes que j'ai enregistrés avec des femmes qui t'ont partagé leur histoire avec la maladie, j'avais envie de reprendre le podcast parce que c'est un format qui me parle. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de te parler d'hypersensibilité. En tout cas, de te parler d'hypersensibilité à travers ma propre histoire. Alors il y aura de l'hypersensibilité, il y aura aussi peut-être d'autres choses que j'ai explorées, que j'ai expérimentées et que j'ai envie de te partager. Mais en tout cas, je te partagerai des choses qui, je l'espère, t'aideront, te donneront des pistes à explorer et pourquoi pas te donneront envie d'être accompagné. Que je t'accompagne à vivre au mieux avec ton hypersensibilité. Je te laisse avec l'épisode qui va suivre et je te souhaite une bonne écoute. Donc dans ce premier épisode, je vais te parler d'hypersensibilité et de burn-out. On se place quelques années en arrière. Je suis à ce moment-là salariée dans une grande boîte de cosmétiques. Et je suis super contente d'avoir intégré cette boîte-là parce que c'est les études que j'ai fait et c'est ce que je voulais faire, intégrer une boîte de cosmétiques, voir l'envers du décor. Et vraiment, je suis hyper contente quand je rentre dans cette boîte-là. Je démarre au laboratoire et très vite, je suis amenée à aller sur un autre poste parce qu'il y a du besoin. Et puis par la suite, la place se libère et donc j'occupe pleinement ce poste-là. Au début, c'est super parce que j'apprends plein de choses et comme tout bon hypersensible, on aime apprendre plein de choses, avoir un mental où l'apprentissage, la curiosité est attisée et où finalement les journées sont nourries parce qu'on a vraiment l'impression d'apprendre des choses et de servir aussi, d'avoir une utilité. Donc j'intègre ce poste-là et puis je me retrouve du coup seule sur ce poste-là. Par ailleurs, il y a une énorme... Alors il y a une charge de travail, mais il y a un stress énorme qui émane à la fois de l'entreprise elle-même, mais aussi des supérieurs, qui font très vite comprendre que les choses, il les faut pour la veille, qu'il faut aller très vite, et puis surtout qu'il ne faut pas se tromper. Alors évidemment, encore une fois, quand on est hypersensible, on prend tout ça à cœur, beaucoup trop, jusqu'à se remettre en question, se dire qu'on est nul finalement si on fait une erreur, alors que l'erreur, elle arrive à tout le monde, qu'on soit hypersensible ou qu'on soit pas hypersensible, ou qu'on soit le meilleur dans son domaine, l'erreur, elle peut toujours arriver. Et puis, il faut être hyper rapide. Donc pareil, si on n'est pas suffisamment rapide, on va se dire qu'on est nul, qu'on doit faire plus d'efforts. Donc c'est tout un process aussi d'estime de soi qui est mis en jeu finalement. C'est pas qu'une question de travail. Parce que quand on est hypersensible, on n'a pas vraiment de barrière qui permet de nous protéger en fait du travail, du stress, et puis de faire vraiment la différence entre la vie perso et la vie pro, dans le sens où on va être impliqué de la même façon que ce soit dans le pro ou dans le perso. Et on va avoir peut-être du mal aussi à prendre un petit peu de la hauteur et se dire que finalement, alors ça dépend du métier, mais que là clairement, on fait des cosmétiques, on ne sauve pas des vies. Donc s'il y a du retard, s'il y a une erreur, personne ne va mourir. Et donc on a beaucoup de mal à faire ça, surtout quand on est jeune. Alors à l'époque, j'avais 23 ans et c'était mon premier CDI, donc forcément il y a une pression énorme qui me venait dessus en plus de ça, parce que c'est de se dire
ce CDI-là, on m'a toujours dit dans ma vie qu'un CDI c'était un truc incroyable, donc il faut que je garde ce CDI en fait. Et c'est ce que je vais faire pendant les années qui suivent, pendant les mois, les années qui suivent. Je vais faire en sorte de garder ce CDI. Donc je vais constamment me remettre en question, constamment me mettre la pression, avoir une exigence hyper haute, sachant qu'à la base, effectivement, quand on est hypersensible, on a déjà une exigence qui est très haute, mais envers soi-même, pas forcément envers les autres, mais déjà envers soi-même. Et donc, accepter qu'on puisse faire des erreurs ou qu'on puisse se tromper, c'est quelque chose qui est juste horrible. Il n'y a pas de pire sensation que de sentir que c'est notre faute. Même si c'est peut-être pas forcément le cas. En tout cas, le fait de ressentir que c'est notre faute, personnellement, il n'y a pas de pire sensation. Donc voilà. Voilà le contexte dans lequel j'évolue il y a quelques années de ça. Et à l'époque, je ne savais pas que j'étais hypersensible d'ailleurs. J'avais juste qu'on me disait à chaque fois mais t'es trop sensible, arrête de pleurer, il faut que tu t'endurcisses. Et enfin voilà, les trucs classiques qu'on entend, que tous les hypersensibles qui se découvrent sur le tas apprennent. Et peuvent confirmer, effectivement, ce sont des phrases qu'on entend énormément. Donc, à part entendre ça, je me disais du coup que c'était moi qui avais un souci. Parce qu'on m'a jamais dit que ma sensibilité finalement c'était quelque chose de bien, que c'était ok d'être autant sensible. Et du coup, on me disait, il faut que tu t'endurcisses, arrête de prendre mal les choses, arrête de pleurer. Donc forcément, tu penses que c'est toi qui as un souci et qu'il y a quelque chose à régler. Alors qu'en réalité, mais ça je l'ai appris bien plus tard, il n'y a rien du tout à régler quand on est hypersensible. C'est simplement un fonctionnement qui est différent. Moi j'aime bien dire c'est un câblage qui va être différent, qui va faire qu'on va tout simplement fonctionner et réagir différemment. Après, et ça je l'ai appris bien plus tard aussi, effectivement, quand on est dans une hypersensibilité qui n'est pas connue, pas voulue, pas assumée, pas cadrée avec un mode de vie qui la respecte et qui la soutient, on va mal vivre cette hypersensibilité-là. On va être dans des fonctionnements qui vont être encore plus exacerbés, des émotions qui vont ressortir encore plus. Et finalement, c'est une hypersensibilité qui va prendre le pas sur presque la personne qu'on est, parce que c'est elle qui va plus nous diriger. Et du coup, c'est compliqué à vivre parce que on a l'impression de ne pas avoir vraiment le contrôle sur sa vie, mais que c'est plutôt l'hypersensibilité qui contrôle la vie. Mais bon, tout ça, je ne le sais pas à l'époque. Je sais juste que, effectivement, je suis malmenée par mes émotions, par l'estime de moi qui est très basse, par l'empathie, par le stress que je vais absorber de tout ce qui va être, de tout ce qui va m'entourer. Qu'est-ce que j'oublie encore d'autre ? Je vais prendre mal les choses, même si ce sont des remarques constructives. Après, il y a toujours la façon de dire les choses aussi, qu'on ne me dit pas forcément avec beaucoup de tact, et qui même si aujourd'hui avec le recul, je sais que ce sont des notes ou des remarques constructives, la façon dont c'est dit,
il y a d'autres façons de dire les choses. Et alors, c'est pas forcément intentionnel, hein. Mais la façon de dire les choses, du coup, font que ça rabaisse la personne plus que finalement ça ne lui montre vers quoi elle pourrait aller, en quoi ce serait mieux. Donc voilà, à l'époque, je ressens tout ça, je vis tout ça. Et en plus de ça, j'ai cette idée de devoir construire ma vie comme tout le monde, ou en tout cas comme la plupart des personnes, ou comme j'ai cru comprendre, ou peut-être qu'on m'a dit aussi, que la vie devait être, c'est-à-dire une vie rangée, un CDI, une maison, construire une famille avec des enfants. Donc je m'efforce en plus d'avoir un travail qui est hyper stressant et dans lequel je mets une exigence pas possible, d'avoir par ailleurs du coup essayé de construire une vie qui ressemble à ça. Et au plus je m'efforce de faire ça, au plus j'ai du stress. Parce que au plus les mois avancent, les années avancent, au plus je me rends compte que peut-être c'est pas de ça dont j'ai envie, en tout cas pas envie de construire une famille avec des enfants. Et d'ailleurs, je me souviens d'un repas avec des copines, donc il y en avait 2 qui étaient enceintes, il me semble, une qui avait déjà eu un enfant, et moi j'étais là au milieu. Donc elle parlait évidemment de tout ce qu'il y a avec la maternité, avec un enfant, etc. Et moi j'étais au milieu et je me demandais qu'est-ce que je foutais là. Il y avait le gap qui s'agrandissait encore plus, quoi. Et on se sent encore plus en décalage, en plus du fait que déjà quand on est hypersensible, on se sent en décalage. Et bien là, en plus, le fait de ne pas vouloir rentrer dans cette espèce de norme sociale, finalement, fait que je me sentais encore plus en décalage. Et je me souviens être rentrée chez moi et avoir fondu en larmes dans les bras de mon conjoint parce que je me suis dit que j'étais pas normale, quoi. Donc il y avait voilà tout cet environnement-là aussi qui faisait que l'hypersensibilité, je pense, qu'il était beaucoup plus difficile à gérer. Évidemment, je n'avais pas du tout un mode de vie non plus qui était pas forcément sain, mais en tout cas qui ne me correspondait pas et qui n'était pas là du tout pour soutenir ni respecter mon hypersensibilité. Donc au niveau de l'alimentation, j'étais sur des produits industriels ultra transformés. Je faisais pas du tout attention à l'apport des protéines, à l'apport des légumes. J'avais pas la conscience de tout ça. Pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Et c'est pas que j'étais nulle à l'époque, c'est juste que ma conscience était différente. Et que du coup, je faisais en fonction de ma conscience de l'époque. Et de ce dans quoi aussi j'avais grandi. En fait, je continuais à avoir l'alimentation, le mode de vie que j'avais toujours connu. Donc effectivement, le stress était à son plus haut niveau. Le sommeil n'était pas du tout bon. En tout cas, rien n'était fait pour favoriser les conditions du sommeil. Et j'avais commencé à faire de l'activité physique qui s'est arrêtée au bout de quelques temps parce que des symptômes ont commencé à apparaître, des symptômes digestifs. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel j'évoluais. Et cet environnement-là a été le terreau fertile pour faire naître des symptômes. Alors je ne sais pas exactement quel symptôme a commencé en premier. Je serais tentée de dire que c'est le digestif parce que j'ai toujours été plus ou moins sensible au niveau du digestif. Mais il y avait du digestif, donc des maux de ventre. Il y avait aussi des
gros problème de cuir chevelu, un cuir chevelu qui démange, beaucoup de pellicules, des plaques sur le cuir chevelu, des gencives qui saignaient au brossage de dents, une peau qui était plutôt réactive et des cycles pas forcément réguliers. Bon, ensuite ça a été cadré avec une contraception hormonale, mais en tout cas au niveau des douleurs, même avec la contraception hormonale, c'était infernal à vivre. Et effectivement sont arrivés, là je pense que c'est arrivé à la fin, du coup les troubles du sommeil. Donc voilà, ces symptômes-là se sont installés au fil du temps. Et moi, il y a un élément vraiment fort qui m'a interpellée à l'époque. Mais pour autant, je n'ai pas investigué plus loin. C'est que mon transit s'est complètement bloqué. Alors que j'avais un très bon transit. Du jour au lendemain, je n'ai plus été capable d'aller aux toilettes. Et ça, maintenant, je le sais, c'est typique d'un stress chronique qui bloque complètement la digestion. Mais voilà, je sais qu'à l'époque, ça m'avait énormément interpellée. Et pendant les années qui ont suivi, ça a continué avec un peu de mieux. Et même aujourd'hui, alors que ça fait plus de 10 ans que ce blocage a démarré, je retrouve depuis quelques mois un transit qui est beaucoup plus régulier. Donc voilà, c'est pour dire que quand on laisse des symptômes s'installer de façon chronique, sans prendre en main, en charge ces symptômes-là, sans vraiment s'informer pour inverser la tendance, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile ensuite pour remettre l'équilibre dans le corps et faire en sorte que les symptômes s'inversent en quelque sorte, qu'ils ne soient plus là en fait. Donc ça, c'est important aussi pour moi de le dire parce que, évidemment, encore une fois, je n'avais pas cette conscience à l'époque, mais peut-être que si je l'avais eu, j'aurais pris les choses en main tout de suite. Et il n'y aurait pas eu ces mois et ces années à faire traîner les symptômes. Donc voilà, c'est ce que je vis à l'époque, tout en sachant que, alors, c'est peut-être pas forcément le cas de tous les hypersensibles, mais j'ai l'impression quand même que la plupart des hypersensibles ont une perception de la douleur. C'est pas qu'on est forcément plus chochotte, c'est juste que l'hypersensibilité, il est beaucoup question de système nerveux. Et donc, si le système nerveux est plus sensible, la douleur va être perçue aussi de façon plus vive. Donc voilà, c'est un quotidien avec de la douleur. Des douleurs aussi de dos, des douleurs articulaires, à l'effort, alors que, je le rappelle, j'ai pas 30 ans. Donc on n'est pas censé avoir des douleurs articulaires en dessous de 30 ans. Douleurs articulaires, si elles arrivent, c'est peut-être quand on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux. Mais bon, voilà, tout ça ne me met pas forcément la puce à l'oreille. Je me dis que j'ai des symptômes. Et le souci qu'il y a aussi, c'est que tout autour de moi, tout le monde a des symptômes. Tout le monde vit avec ces symptômes, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans mon travail. Et donc, je me dis que c'est quelque chose de normal. Ok. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que je m'en suis pas occupée, c'est que pour une fois, j'avais la sensation d'être normale, j'avais des symptômes comme les autres finalement. Donc du coup, je continue à vivre avec ces symptômes-là. Mais quand on n'écoute pas son corps,
Je sais plus si c'est une sagesse tibétaine qui dit ça. Si tu n'écoutes pas ton corps quand il chuchote, eh bien il finira par te crier. Et c'est ce qu'en réalité faisaient tous les symptômes qui s'accumulaient finalement, qui venaient me dire mais meuf, il y a un truc qui va... Enfin, je dis un truc pour être sympa, mais en vrai, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans mon mode de vie, etc. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, tant que personne nous fait le miroir en fait de ce qu'on vit, à nous dire que tout ça, c'est pas des choses qui sont normales ni équilibrées, on sait pas. Et donc c'est aussi le but de cet épisode pour moi, c'est de te dire le burn-out finalement, c'est pas quelque chose qui arrive de but en blanc. Parce que ça aussi, j'avais pas forcément de notion de burn-out. Je connaissais de nom, mais je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Le burn-out, c'est quelque chose qui s'installe de façon insidieuse, petit à petit. Et c'est ce qui s'est passé en fait en ayant tous ces symptômes qui grandissaient au fil des mois, auxquels il y avait d'autres symptômes qui s'ajoutaient. Et qui faisait que du coup, forcément, il y avait un niveau de stress qui était encore plus haut, une hypersensibilité qui était encore plus exacerbée. Parce que quand tu as des douleurs tous les jours, que tu es sous stress, que tu n'as pas un mode de vie qui te respecte, enfin qui respecte ton corps, qui respecte ton hypersensibilité, il y a des... Tu pètes un câble au bout d'un moment. Et c'est ce qui m'arrivait d'ailleurs vers la fin, parce que je pourrais pas dire que j'ai fait un burn-out. En fait, j'ai encore du mal à savoir si le burn-out, c'est quelque chose vraiment qui t'empêche de te lever du lit. Je crois qu'il y a plusieurs formes de burn-out, mais par rapport à des personnes qui sont complètement empêchées du jour au lendemain, j'ai pas vécu ça, donc peut-être que j'arrive pas à me raccrocher non plus au fait de dire que j'ai vraiment fait un burn-out. Mais en tout cas, j'étais à la limite, ça c'est sûr. Donc voilà, le stress du travail et les pétages de câbles, c'était quand je rentrais chez moi. Parce que quand je rentrais chez moi, eh bien, je me mettais la pression aussi pour faire à manger, faire les tâches de la maison. Et donc, combien de fois pour une connerie, par exemple, un truc qui se renversait, ou un sopalin qui était mal coupé, que j'arrivais pas à couper, je pouvais péter un câble. Et franchement, à l'époque, je pense que je commençais à me dire que j'étais stressée à ce moment-là. Mais la moi d'aujourd'hui, avec la conscience telle qu'elle est aujourd'hui, c'est clairement qu'il y avait une tension qui était... Enfin, elle ne pouvait pas être plus haute que ça, la tension, je crois. Donc voilà le nombre de fois où j'ai pété un câble et j'ai pété des câbles aussi. Enfin, je dis j'ai pété des câbles et c'est juste qu'à un moment donné, la soupape, elle explose, c'est juste ça. Ça m'est arrivé aussi au travail d'exploser en sanglots ou à un moment donné, j'ai crié, en fait. Je pouvais juste plus. Il y avait trop, ça pouvait plus rentrer et il fallait que tout réexplose vers l'extérieur, en fait. Donc voilà, jusqu'où c'est arrivé cette accumulation de symptômes, de stress et de modes de vie pas adaptés. Jusqu'à la limite du burn-out, voire peut-être un burn-out. Et c'est finalement cette dernière étape, celle où je ne me reconnaissais pas dans le fait justement d'avoir ces accès de colère et par ailleurs d'avoir toutes les autres émotions complètement gelées, complètement figées. J'arrivais plus à ressentir quoi que ce soit. Donc une hypersensible, hyper émotive, devant un film magnifique qui n'arrive pas à pleurer. Devant les adieux d'une collègue qui n'arrive pas à pleurer. Devant un concert magnifique
de son artiste préféré qui n'arrive pas à pleurer. Alors c'est pas forcément le cas de tous les hypersensibles, ne sont pas hyper émotifs. Mais moi c'est un petit peu ma seconde voie d'expression, les pleurs. C'est-à-dire quand les mots, quand ce que je vis ne peut pas être dit avec des mots, ce sont les larmes qui prennent le relais. Et donc c'est en ça où j'ai compris, ou en tout cas ça m'a vraiment fait quelque chose de plus ressentir. Et je sais que j'ai rencontré beaucoup d'hypersensibles qui m'ont dit, moi la seule chose que j'aimerais, ce serait de ne plus rien ressentir. Mais mon Dieu, quelle horreur. Je comprends qu'elles me disent ça, parce que justement, elles vivent une hypersensibilité, pour la plupart, qui n'était pas acceptée en fait. Elles n'acceptaient pas cette partie d'elles ou cette façon d'être qui font partie intégrante de leur personne. Mais mon Dieu, c'était une telle souffrance de ne plus rien ressentir que jamais je pourrais leur dire oui, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Au contraire, j'aurais envie de leur montrer combien c'est beau de ressentir comme on ressent quand on est hypersensible. Quand on est régulé, quand on a un mode de vie qui soutient vraiment cette hypersensibilité et quand on l'accepte pleinement. Et ça, ouais, c'est tout un processus. Et je t'en parlerai dans le prochain épisode où je te parlerai du coup de mon entrée en thérapie et de la découverte de mon hypersensibilité. Mais donc voilà, finalement, c'est cette partie-là qui m'a conduit à me poser vraiment la question et me dire, je crois que j'ai besoin, il faut que je fasse quelque chose. Pas j'ai besoin d'aide, le besoin d'aide n'était pas encore prêt à être dit à ce moment-là, mais c'était plus, il faut que je fasse quelque chose pour plus être comme ça. Je voulais plus être insensible et je voulais plus avoir ces accès de colère dans lesquels je ne me reconnaissais absolument pas. Et donc c'est ça un jour qui m'a amenée, alors que j'allais très régulièrement chez le médecin à cause de tous les symptômes que j'avais. Et un jour dans la salle d'attente, je pense que je devais être prête parce que ce jour-là, j'ai vu une affiche sur le mur qui disait « Libérez-vous du stress avec l'hypnose ». Et à ce moment-là, cette affiche, je l'ai vue et plus que le fait de la voir, je me suis dit que j'allais prendre rendez-vous. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai posé une demi-journée, je crois que c'était un vendredi après-midi. Et je suis allée me rendre à ce que je pensais être une séance d'hypnose, mais qui en réalité s'est révélée être bien plus que juste une séance d'hypnose. Et qui a ensuite ouvert le champ des possibles, si je peux dire ça comme ça. Et ça, du coup, je te le raconterai dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode-là, où j'ai essayé de faire le lien entre hypersensibilité et burn-out, en te partageant mon histoire, t'aura parlé, alors pas dans le sens où j'espère que tu fasses un burn-out, non, c'est pas ça, c'est peut-être t'alerter, t'informer pour justement que tu n'arrives pas jusqu'à ce niveau-là, jusqu'au burn-out. Et que tu puisses peut-être, par une phrase que j'ai dit, j'en sais rien, un mot, avoir une prise de conscience, un déclic qui t'amène à faire les choses différemment, à être accompagné, à être soutenu pour ne plus vivre
avec la souffrance qui habite ton quotidien aujourd'hui. Voilà, cet épisode est terminé. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser. Et si tu as ressenti cet élan, cette envie, ce besoin, peu importe le mot, d'être accompagné, je me ferai une joie de t'accompagner pour ramener ton hypersensibilité au centre et surtout construire ensemble un mode de vie qui te respecte, qui respecte ton hypersensibilité.